Qu'est-ce que l'occultisme et la magie noire peuvent bien avoir en commun avec les sommets du Karakoram? Un homme, au début du XXe siècle, a réussi cette improbable union. La sorcellerie et l'alpinisme étaient les deux passions du grimpeur le plus étrange de l'histoire, Aleister Crowley. En 1902, une expédition britannique s'avance sur le glacier du Baltoro, dans une des régions les plus reculées du Cachemire indien. Son objectif, tenter pour la première fois de gravir le K2, le deuxième plus haut sommet du monde, à une époque où on ne connaît évidemment presque rien de la très haute altitude et de l'alpinisme à plus de 8000 mètres. Mais l'esprit de l'époque victorienne subsiste en Grande-Bretagne, et l'aventure en terrain hostile est presque une seconde nature chez les sujets de Sa Majesté. Parmi les membres de cette expédition pionnière, un homme, Aleister Crowley, deviendra l'un des mages occultistes les plus connus et controversés du XXe siècle. Avant de partir pour le Karakoram, Crowley est déjà un personnage d'un genre particulier, obsédé par les rites magiques et autres joyeusetés ésotériques. Issu d'une famille aisée et très pieuse, qu'il a envoyé faire ses études à Cambridge, il y change son nom d'Edward en Aleister et commence à écrire des poèmes. Il y rejette fortement la religion, qui lui a été inculquée avec force dès l'enfance, et développe un goût prononcé pour la provocation. Il se fait rapidement une réputation de déviance sexuelle et morale, qu'il n'hésite pas à expliciter abondamment dans ses écrits. Mais c'est aussi à cette époque qu'il commence à pratiquer l'escalade et l'alpinisme, très en vogue dans la bonne société britannique. Il s'exerce d'abord sur les rochers de l'île de Skye, où il part en vacances avec sa mère, avant de découvrir les falaises de Douvres, et notamment Beachy Head, la plus haute d'entre elles. Il prétend d'ailleurs avoir échangé des notes techniques avec le local de l'étape et légende de l'alpinisme Alfred Mummery, à propos de ses entraînements sur les falaises de craie. Dans la décennie 1890, membre du club alpin écossais, il est particulièrement actif dans le Lake District, où il ouvre quelques voies d'escalade encore célèbres aujourd'hui. Crowley quitte Cambridge avant d'avoir obtenu son diplôme, car il se consacre de plus en plus aux études ésotériques. Pour s'initier véritablement à la magie noire, il rejoint l'Ordre de l'Aube dorée, une société secrète adepte de paranormal, dans laquelle certains membres le considèrent déjà comme à moitié fou. À partir de 1895, il réalise ses premières ascensions dans les Alpes. Aleister Crowley porte des jugements durs, voire méprisants, sur les guides de haute montagne ou les autres grimpeurs de son époque. Il se trouve plus en sécurité lorsqu'il grimpe en solitaire, plutôt que de confier sa vie à des incompétents. Seuls quelques grands noms trouvent grâce à ses yeux, comme Mummery ou encore Oscar Eckenstein. C'est en 1898 qu'il croise la route de cet illustre alpiniste anglais, auteur de Première dans les Alpes et grimpeur de tout premier plan. En 1900, les deux hommes se retrouvent même au Mexique, où ils gravissent plusieurs sommets. Bien que dérangé par son goût étrange pour les sciences occultes, Eckenstein reste en contact avec son jeune compagnon de cordée. Et 2 ans plus tard, il le convie à prendre part à l'expédition ambitieuse qu'il a montée en vue de gravir le K2. Si la région a déjà été en partie explorée par Martin Conway en 1892, un voyage auquel participa d'ailleurs Eckenstein, personne n'a encore tenté spécifiquement l'ascension du K2. Le haut du glacier du Baltoro, jusqu'au pied de la Grande Montagne, est lui aussi toujours dans l'inconnu. En mars 1902, l'équipe d'alpinistes arrive donc à Bombay, en Inde. Elle est composée, outre Eckenstein et Crowley, du londonien George Knowles, du médecin suisse Jules Jacob Guillermo et de 2 autres grimpeurs autrichiens. Durant la longue marche d'approche, Crowley est décrit par le reste de l'expédition comme relativement imbu de sa personne, et surtout peu agréable à fréquenter au quotidien. Il veut emmener avec lui son imposante collection de livres, ce qu'Eckenstein, en bon gestionnaire qui chasse le poids superflu, lui refuse. Jaco Guillermo, qui consigne tout dans son journal, ne montre pas non plus Crowley sous son meilleur jour. Atteint de la malaria, le médecin suisse doit s'occuper de lui une bonne partie de la journée, d'autant qu'il partage sa chambre. Et pour comprendre les implications de cette colocation,
Il est bon de souligner que Crowley se vante de ne pas avoir fait sa toilette pendant près de 85 jours. Une expérience dont il ne retire qu'un seul point négatif, la prolifération des poux. L'atmosphère est donc tendue, et cela s'explique en partie par l'attente interminable vécue par les 6 alpinistes au camp de base. Presque 6 semaines, le mauvais temps s'acharne. Ils sont enfermés dans leur tente au pied du K2, sans oublier le froid, l'humidité et l'altitude qui n'épargnent ni les corps ni les esprits. Quand les alpinistes peuvent enfin s'aventurer plus haut sur la montagne, plusieurs cordées se succèdent. Si Crowley ne brille pas particulièrement, il racontera tout de même à qui veut l'entendre qu'il est celui qui a découvert la voie d'ascension du K2, le fameux éperon des Abruzzes. En réalité, c'est plutôt Jaco Guillermo qui a révélé les contours de cette ligne qui semble mener au sommet. Le 10 juillet, c'est bien le docteur qui atteint le point le plus haut de cette première tentative, 6700 mètres. Mais surtout, Jules Jaco Guillermo a l'opportunité de faire à la médecine un bond dans le temps. Il observe et note des symptômes étranges qui affectent ses compagnons, notamment l'un des Autrichiens malade depuis plusieurs jours dans un camp supérieur. Une affection qui semble s'estomper dès que celui-ci perd de l'altitude. Son intuition de médecin ne suffira pas à déceler l'œdème cérébral causé par le mal aigu des montagnes. Un lien qui ne sera fait qu'en 1960. La fin de cette première expédition au K2 tourne globalement au vinaigre. Dans un épisode dont on peut douter de la véracité, mais qui a fait la légende noire de Crowley, l'excentrique anglais a fini par pointer son revolver sur son compatriote Knowles, menaçant de le tuer. Pour couronner le tout, l'Autrichien Wesley s'est fait renvoyer de l'expédition pour avoir volé des rations de nourriture. Oskar Eckenstein en a assez, il décrète la fin du siège de la montagne. De retour en Angleterre, Crowley reprend de plus belle ses activités de sorcellerie, se créant même une nouvelle identité, celle d'un pharaon réincarné après une visite en Égypte avec sa femme. Il déclare y avoir reçu un texte dicté par un être surnaturel, et il s'en sert de base pour créer sa propre religion nommée Thelema. Malgré les difficultés posées par le tempérament cynique et égoïste de Crowley pendant la tentative au K2, il n'a pas dû révulser Jules Jaco Guillermo au point où on pourrait l'imaginer. Du moins dans un premier temps. Le médecin suisse imagine dès 1905 une nouvelle expédition, vers l'Himalaya cette fois. Il veut gravir le Kanchenjunga. Il est vrai que la décision d'Eckenstein d'abandonner le K2, alors que le sommet paraissait enfin réalisable, lui était vraiment restée en travers de la gorge. Il recrute plusieurs de ses amis suisses et propose aussi le voyage à l'occultiste anglais. Mais Crowley n'accepte qu'à une seule condition. Il veut être le leader. Son rôle, en tant que chef d'expédition, n'en sera que plus catastrophique. Une seule intuition d'alpiniste est à mettre à son crédit. Il décide d'attaquer la montagne par sa face sud-ouest, itinéraire qui deviendra la voie d'accès des premiers ascensionnistes une 50aine d'années plus tard, comme il en fut de l'éperon des Abruzzes au K2. Dans ses mémoires, Crowley dira que c'est le caractère ignorant et obstiné de Jaco Guillermo, qui aurait déjà dû l'alerter en 1902, qui conduira à une tragédie au Kanchenjunga. Pourtant, c'est bien lui qui est surpris en train de châtier et battre les porteurs locaux, à plusieurs reprises. Il se comporte aussi de manière arrogante et autoritaire, car au fond, il ne rêve que de battre le record d'altitude de l'époque. Je rappelle évidemment que personne n'a encore gravi un sommet de plus de 8000 mètres à cette période-là. Au camp 5, vers 6500 mètres d'altitude, une violente dispute finit par éclater entre Jaco Guillermo et Crowley. Les Suisses veulent retirer le rôle de chef à l'anglais, qu'ils estiment trop dérangé et inconséquent. Le mage noir ne veut rien entendre et s'enferme dans sa tente. Le docteur de Neuchâtel entreprend alors une retraite vers le camp 3, accompagné d'une bonne partie de l'équipe. Mais soudain, son compatriote Alexis Pache ainsi que 3 porteurs sont engloutis dans une avalanche. Crowley, qui avait averti des dangers d'une telle descente, reste dans sa tente, insensible aux appels au secours, et le lendemain, il descend droit au camp de base. Sans même s'arrêter pour aider à retrouver le corps de ses camarades, il s'enfuit vers Darjeeling, d'où il se répand dans les journaux pour imputer la catastrophe au reste de l'expédition. C'est la dernière aventure en montagne connue d'Aleister Crowley,
même s'il tente de convaincre Eckenstein de retourner au Kanchenjunga l'année suivante, sans succès. Il est possible qu'en 1921, après la première expédition britannique sur les pentes de l'Everest, il ait eu le projet d'un assaut rapide sur le versant sud-est pour doubler tout le monde et s'offrir la gloire à lui tout seul. Cet homme, qui se surnommait lui-même la Bête 666, référence claire à Satan, poursuivra son existence pour le moins spéciale, loin des sommets. Tombé dans la drogue, l'opium en particulier, il continuera sa vocation pour l'occultisme et la magie en développant diverses sectes. Malgré son esprit dérangé et sa personnalité controversée, il n'en reste pas moins qu'Aleister Crowley a participé aux premières véritables tentatives d'alpinisme sur les flancs du K2 et du Kanchenjunga, deux montagnes de plus de 8000 mètres parmi les plus difficiles encore aujourd'hui. Il faut aussi se souvenir de la rigueur scientifique du docteur Jules Jacot-Guillermo, compagnon de circonstance et il faut bien l'avouer assez mal assorti au démoniaque Crowley. Il rapportera de ses voyages des témoignages précis sur les premiers pas des hommes à très haute altitude, sans oublier plusieurs milliers de photos prises dans l'une des régions les plus méconnues du globe, au pied de ses plus grandes montagnes. Comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager autour de vous ou à laisser un commentaire, cela m'aide beaucoup pour le référencement. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire.